Je m'appelle Camille et j'ai 32 ans. Je me suis réveillé d'une lourde opération de la colonne vertébrale qui a duré 9 heures, la bouche sèche, le dos en feu, et avec un brouillard dans la tête si épais que j'avais l'impression d'être encore sous l'eau. La première chose que j'ai vue n'était ni un médecin ni une infirmière. C'était mon téléphone qui vibrait sans arrêt sur la table de chevet, illuminant la pénombre de la salle de réveil comme s'il était possédé. 73 appels en absence. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre avant même que je ne déverrouille l'écran, car personne ne reçoit 73 appels à moins qu'il n'y ait un grave problème. Mes mains tremblaient pendant que j'écoutais le message vocal de mon père. Sa voix était précipitée et étrangement calme en même temps, prononçant des mots qui n'avaient aucun sens au début. Nous avons vendu ton appartement à Bordeaux pour payer le mariage de ta sœur. Tu étais inconsciente, alors nous avons signé à ta place. J'ai fixé le mur, essayant d'assimiler l'information. Puis, la phrase suivante m'a frappé plus violemment que la douleur dans ma colonne vertébrale. 400 000 € envolés. J'avais envie de hurler, mais mon corps refusait de coopérer. Tout ce qui est sorti fut un souffle brisé alors que la pièce semblait basculer. Cet appartement n'était pas juste un bien immobilier. C'était ma sécurité. La preuve que toutes ces heures supplémentaires au travail, tous ces congés payés sacrifiés, toutes ces soirées solitaires à trimer avaient servi à quelque chose. Je pouvais à peine bouger mes jambes, je ne pouvais pas m'asseoir sans aide. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, pendant que j'étais inconsciente sous anesthésie générale, mes parents avaient décidé que le fruit du travail de toute ma vie était négociable. Le mariage de ma sœur, prévu dans un magnifique domaine, devait avoir lieu dans 3 semaines. Et j'étais là, à peine capable de marcher, réalisant que les personnes censées me protéger m'avaient traité comme une simple signature au bas d'un contrat, et non comme leur fille. Alors que les souvenirs affluaient, le contexte qu'ils avaient si curieusement ignoré m'est revenu en mémoire. Cette opération n'était ni esthétique ni facultative. Elle était urgente. Des mois de lésions nerveuses avaient fini par me rattraper, et le chirurgien m'avait prévenu que si j'attendais plus longtemps, je risquais de ne plus jamais marcher correctement. Je me souviens de ma mère en larmes lorsque j'ai signé les formulaires d'admission à la clinique. Mon père me serrant la main et me promettant « Ne t'inquiète de rien. Concentre-toi sur ta guérison. » Je leur faisais confiance. Je leur avais confié mon téléphone portable avant de passer au bloc opératoire, croyant naïvement que le monde continuerait de respecter mes limites pendant que j'étais endormi. J'avais tort. Quand l'infirmière m'a demandé si je voulais de l'eau, je lui ai plutôt demandé de m'aider à m'asseoir pour pouvoir rappeler mes parents. Chaque mouvement me donnait l'impression que du verre brisé me broyait la colonne vertébrale. Mais la rage a ce don de vous donner une force que vous ne devriez pas avoir. Mon père a décroché dès la première sonnerie, soulagé, presque joyeux, comme s'il s'attendait à des éloges. Il a répété, comme s'il s'agissait d'une excellente nouvelle, que la vente de l'appartement couvrait la location du château, le traiteur haut de gamme, les fleurs, la liste d'invités rallongée et toutes les options de luxe. Quand je lui ai demandé comment ils avaient pu faire ça légalement dans mon dos, il a répondu « Nous sommes une famille. Tu aurais été d'accord. » J'ai réalisé à cet instant qu'il n'avait pas seulement pris mon argent. Il m'avait volé mon consentement et l'avait réécrit pour que ça les arrange. La chambre d'hôpital m'a semblé rétrécir alors qu'il s'extasiait sur le jour de rêve de ma sœur. À quel point tout le monde avait été stressé. À quel point je devais être reconnaissante que mon investissement aide à maintenir la paix dans la famille. La paix. J'étais allongé là, avec des perfusions dans les bras, respirant à peine à cause de la douleur, pendant que mes parents justifiaient d'avoir imité ma signature par simple commodité. J'ai demandé s'ils avaient au moins envisagé d'attendre mon réveil. Il y a eu un blanc. Puis, la voix de ma mère s'est immiscée sur la ligne. Plus douce mais tout aussi tranchante, affirmant qu'ils ne pouvaient pas se permettre le moindre retard. Que les châteaux de réception n'attendent pas que les patients sortent des salles de réveil. J'ai raccroché car si je ne l'avais pas fait, j'aurais dit des choses que je n'aurais jamais pu retirer. Les larmes ont commencé à couler. Pas des pleurs dramatiques, mais ces larmes silencieuses qui imbibent l'oreiller pendant que votre poitrine se serre à en faire mal. Je n'arrêtais pas de repasser ce message vocal en boucle dans ma tête. Tu étais inconsciente, alors nous avons signé à ta place. Comme si cela rendait la chose acceptable. Comme si le fait que l'on m'ouvre le dos au scalpel leur donnait la permission de tailler en pièces mon avenir. Les jours suivants se sont écoulés dans un flou d'antidouleur, de séances de kinésithérapie et de démarches administratives.
L'assistante sociale de la clinique m'a aidé à demander au notaire les copies de l'acte de vente, et chaque page me semblait plus lourde que la précédente. Ma signature m'y dévisageait, légèrement de travers, précipitée, comme une très mauvaise imitation. Il n'avait même pas essayé de la dissimuler. Des amis sont venus me rendre visite et m'ont dit de me reposer, de ne pas stresser. Mais comment se reposer quand le sol sur lequel repose toute votre vie a été vendu sous vos pieds? Chaque nuit, lorsque le service de soins devenait silencieux, mon esprit s'aventurait dans des recoins sombres. Comment allais-je payer le centre de rééducation? Que se passerait-il si des complications m'empêchaient de reprendre mon travail? Pourquoi mes parents choisissaient-ils toujours le bonheur de ma sœur au détriment de ma stabilité? Je me suis souvenu des anniversaires oubliés, de mes réussites minimisées, des sacrifices qu'ils attendaient toujours de moi. Ce n'était pas une trahison isolée. C'était un schéma toxique qui venait de me coûter 400 000 €. Au moment de ma sortie de l'hôpital, je pouvais à peine marcher avec mon corset orthopédique, et mon téléphone débordait de messages concernant les essayages de robes et le plan de table du mariage. Comme si de rien n'était. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Ils m'ont seulement demandé si j'avais fini de faire un drame. Assise sur le siège passager de la voiture qui me ramenait chez moi, chaque secousse envoyant des éclairs de douleur dans mon dos, j'ai compris une chose avec une clarté terrifiante. Ils pensaient que l'histoire s'arrêtait là. Ils pensaient que j'allais guérir, pardonner et disparaître tranquillement dans le décor pour ne pas gâcher la fête. Mais alors que je regardais par la fenêtre, la douleur pulsant au rythme de mes battements de cœur, une pensée très différente a pris le dessus. S'ils croyaient qu'il ne me restait plus rien, ils se trompaient lourdement. Le temps d'arriver, l'effet des analgésiques s'était dissipé bien plus vite que ma colère. Allongé dans le noir, le dos verrouillé par ce corset, j'ai repassé en revue chaque détail, non seulement de cette vente frauduleuse, mais de toute la relation que j'avais entretenue avec mes parents. Ils se comportaient comme si j'étais théâtrale, trop émotive, ingrate. Ils n'arrêtaient pas de répéter la même rengaine. Ce n'est que de l'argent, Camille, la famille passe avant tout. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de me demander, c'est que le bel appartement qu'ils avaient vendu n'était pas mon seul filet de sécurité. Il y a quelques années, discrètement et sans en parler à personne, j'avais acheté une autre maison. Un petit pavillon en grande banlieue, sans aucun charme particulier. Rien d'extravagant, mais entièrement remboursé et enregistré uniquement à mon nom. Je l'avais acheté après avoir vu mes parents se porter garant pour les prêts de ma sœur tout en me disant de me débrouiller toute seule. Cette deuxième maison était mon plan B, mon assurance contre exactement ce genre de trahison. Et maintenant, cloué au lit et sachant à peine marcher, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Ils croyaient m'avoir tout pris. Mais c'était faux. 3 jours après ma sortie de l'hôpital, me déplaçant encore avec une lenteur extrême et grimaçant à chaque pas, j'ai passé un appel. Ni à mes parents, ni à ma sœur. J'ai appelé un avocat. Je lui ai tout raconté, de l'opération chirurgicale au message vocal, en passant par la fausse signature chez le notaire. Il est resté silencieux un instant, puis a dit quelque chose qui a fait trembler mes mains. Pas de peur, mais d'un immense soulagement. Camille, c'est extrêmement grave. Il s'agit d'une escroquerie. L'entendre formuler à haute voix a changé quelque chose en moi. Je ne réagissais pas de manière disproportionnée. Je n'étais pas égoïste. Ce qu'ils avaient fait n'était pas seulement cruel. C'était illégal. Au cours de la semaine suivante, pendant que mes parents étaient occupés à peaufiner les menus du traiteur et les répétitions du mariage, mon avocat était occupé à déposer des requêtes, des assignations à comparaître, des injonctions et des mises en demeure qui ne pouvaient être ignorées. Je suis restée silencieuse délibérément. Je les ai laissés croire que j'étais faible, distraite, brisée. Je les ai laissés penser que l'histoire se terminait avec la perte de mon appartement. Le mariage approchait à grands pas. 3 semaines. Je regardais le compte à rebours tourner comme un orage pointant à l'horizon. Ma mère a appelé pour me demander si je serais présente, disant que cela signifierait beaucoup pour l'image de la famille. Ma sœur m'a envoyé un SMS avec le code couleur de la robe et m'a ordonné de ne pas plomber l'ambiance. Pas une seule fois l'une d'elles ne m'a demandé comment se passait ma convalescence. Pas une seule fois elles ne se sont excusées. Pendant ce temps, mon avocat m'a confirmé ce que je soupçonnais déjà. La vente pouvait être gelée. Les flux financiers pouvaient être tracés. Et comme j'avais la preuve médicale absolue que j'étais inconsciente,
lourdement cédé et sous incapacité totale, ces signatures ne valaient absolument rien. Les acheteurs ont été notifiés. Les fonds ont été bloqués sur un compte séquestre. Les 400 000 € qu'ils pensaient avoir dépensés en toute sécurité étaient soudainement indisponibles. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas sauté de joie. J'ai simplement attendu. 2 jours avant le mariage, mon père s'est finalement présenté à ma porte. Il paraissait soudain plus petit, comme si toute son arrogance s'était évaporée. Il ne m'a pas non plus demandé comment j'allais. Il a immédiatement exigé de savoir pourquoi la justice avait gelé les comptes. Je lui ai répondu avec un calme olympien que je m'étais réveillé de mon opération, que je m'étais souvenu de qui j'étais, et que j'avais décidé de me protéger. C'est à ce moment-là que les hurlements ont commencé, sur la honte que je leur infligeais, sur la réputation de notre famille, sur la façon dont je ruinais le grand jour de ma sœur. Je l'ai laissé vociférer jusqu'à ce qu'il soit à bout de souffle. Puis j'ai prononcé la phrase qui a mis fin à tout. Vous avez vendu mon appartement pendant que j'étais dans le coma. Vous avez falsifié mon nom. Je n'ai jamais donné mon consentement, et maintenant, vous allez devoir en répondre. Il m'a dévisagé comme s'il regardait une parfaite étrangère. C'était peut-être le cas. Le lendemain matin, le chaos a explosé. Les prestataires exigeaient d'être payés. Le domaine menaçait d'annuler la réservation. Les invités arrivaient déjà. Ma sœur m'a appelé en hurlant, en pleurant, m'accusant de jalousie et de méchanceté. J'ai écouté en silence, puis je lui ai rappelé que son mariage était financé par de l'argent volé. Je lui ai craché la vérité, pendant qu'ils étaient occupés à planifier des festivités, je réapprenais à peine à marcher. Pendant qu'ils allaient célébrer l'amour, je me remettais seul d'une opération de la colonne vertébrale de 9 heures. Elle m'a raccroché au nez. 1 heure plus tard, ce fut au tour de ma mère d'appeler, cette fois pour me supplier, me présenter des excuses, me promettre tout et n'importe quoi. Mais des excuses qui n'arrivent qu'au moment d'en payer les conséquences ne sont pas des remords. C'est de la panique. Le mariage ne s'est pas déroulé comme il l'avait prévu. Certains prestataires se sont retirés, d'autres ont revu leurs services à la baisse. Les rumeurs se sont propagées très vite. Au moment où la cérémonie a eu lieu, elle était bien plus petite, plus silencieuse, totalement dépouillée du luxe dont mes parents s'étaient inventés. Je n'y ai pas assisté. J'étais chez moi, debout sur mes 2 jambes pour la première fois sans l'aide de personne, tenant des documents qui prouvaient quelque chose de bien plus important que de l'argent. J'étais maîtresse de ma propre vie. Et lorsque la procédure légale s'est achevée des mois plus tard, la propriété de mon appartement m'a été restituée. Les actes notariés ont été annulés, les registres corrigés. Mes parents ont dû faire face à des sanctions pénales qu'ils n'auraient jamais imaginées. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que les actes ont des conséquences. Ils n'ont jamais eu vent de l'existence de mon autre maison avant qu'il ne soit trop tard. Cette connaissance n'appartenait qu'à moi seul. Et c'est resté ainsi. Ce qu'ils m'ont pris m'a enseigné une leçon qu'ils ne comprendront jamais. Un amour qui vous coûte votre dignité n'est pas de l'amour du tout. Je n'ai pas perdu un appartement. J'ai perdu mes illusions. Et j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus fort. La lucidité.